l'accélération de Raka. Personne ne va le revoir. Liberty Raka. Et le nouvel essai. Le nouvel essai pour la SM Clermont-Auvergne. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 8 de la saison 3 d'ici à Montferrand dans une configuration nouvelle pour ce nouveau numéro. On a quitté la salle de rédaction et on se retrouve autour de cette table. On voulait 3 invités, c'était pas possible vu le contexte sanitaire actuel dans la rédaction. C'est pour ça qu'on se retrouve autour de cette table. Les distances sont respectées mais par mesure de précaution, on a les masques. Voilà, donc on ne prend aucun risque. Messieurs, Arnaud Clerc, Christophe Buron, Didier Cros de la rédaction des sports, nos spécialistes rugby, une question toute simple. Est-on trop sévère avec l'ASM en ce début de saison ? On va commencer avec toi, Christophe. Non, je crois pas qu'on soit trop sévère. Arnaud ? Je suis de l'avis de Christophe, non, pas du tout. Et Didier ? On est juste, je pense. Alors, que les choses soient claires, quand on dit on parle de tous les observateurs et des supporters, c'est important de le préciser. C'est vrai qu'on voit beaucoup de messages des fois, ou dans certains commentaires, où on est un peu sévère avec l'ASM. Le dernier exemple en date, l'ASM a battu le Stade Français ce dimanche 41-27, et on parle plus, entre guillemets, du point de bonus laissé en route, bonus offensif, que de la victoire importante pour Clermont. Après, vous parliez des supporters, Manu, il y a une part de passion, et quand on est passionné, on n'est pas toujours totalement objectif dans un sens ou dans l'autre. Hein. C'est pas une critique que j'aimais envers les supporters, mais il y a un petit côté passionnel qui biaise un peu l'analyse parfois. Personnellement, et qu'on soit tous autour de cette table, j'ai pas trouvé qu'on avait été sévère avec l'ASM dans ce début de saison. C'est vrai qu'il y a une attente qui est toujours particulière du côté du public, et notamment ici à Clermont, où on sait que le degré d'exigence est assez haut. On en connaît quelques-uns qui sont jamais trop contents. Hein. Donc c'est vrai que ce début de saison un peu prêté à la critique ou à quelques déceptions. Alors que comptablement, sur les résultats, il n'y a quand même pas grand-chose à dire, quoi. C'est ça, avant de te donner la parole, Didier, au niveau du classement, c'est simple. Au terme de cette 5e journée, l'ASM pointe au 4e rang, avec 13 points, à 5 unités du leader Toulouse, en sachant que Clermont compte un match en retard, le fameux déplacement à Bordeaux qui a été reporté. Bon, au-delà de la sévérité, je pense qu'on doit être davantage exigeant vis-à-vis de ce club, plus que sévère, puisque c'est un des clubs qui a le plus gros budget, le plus gros effectif, et on est forcément en droit d'être exigeant avec un club comme ça, comme on doit l'être envers Toulouse, avec le Racing, qui ont aussi des gros effectifs et qui sont des grosses écuries. Donc Azema l'avait annoncé déjà en début de saison, il vise le top 6. Pour être dans le top 6, il faut faire aussi un bon début de saison, et donc il y a un degré d'exigence qui est nécessaire à ce niveau-là aussi. Le début de saison est comptablement correct. Comptablement, il n'y a pas trop de soucis. Bon, il y a quand même cette défaite à Bayonne dont on ne mesure pas encore véritablement l'impact. On va attendre plus loin dans la saison comment Bayonne se comporte chez lui. Bon, derrière Clermont, ils ont reçu La Rochelle, ils en ont pris quand même 36. Donc il ne faudrait pas que tout le monde gagne à Bayonne et que Clermont fasse partie des rares équipes du haut du tableau à ne pas y avoir gagné, ce qui obligerait dans ce cas-là à Clermont d'aller gagner chez un gros pour compenser cette défaite qui reste encore à mesurer, je le rappelle, parce qu'à côté de ça, il y a eu 3 réceptions. Donc là, bon, il y a 3 victoires. Et on parlait tout à l'heure de frustration. Je crois que hier, le match de dimanche soir contre le Stade Français, le seul regret, évidemment, c'est ce point de bonus qui n'a pas été préservé sur la fin, pour une petite somme de détails. Alors, on disait que comptablement le bilan était satisfaisant. Oui, on peut pas nier l'évidence. C'est dans le contenu où ça n'a pas toujours été terrible. Depuis le début de saison, on a beaucoup parlé de conquête, on a parlé des zones de ruck, on a parlé de ce match à Bayonne où l'ASM avait été inexistante, de cette bonne première mi-temps contre Toulouse et de cette mi-temps complètement où l'ASM était complètement passé à côté à 13 contre 15. Donc il y avait beaucoup de scories et on était bien obligé de dire qu'il fallait les corriger. Pour ce que disait Didier, pouvoir être dans le top 6, dans un top 14 qui est de plus en plus resserré. Donc non, on est bien obligé d'être exigeant avec ce club, un club qui veut être dans le top 6, comme le rappelait Didier. L'ASM a battu Toulouse, Toulouse qui réalise un très bon début de championnat, Toulouse qui a connu assez peu de changements durant l'intersaison. C'est un match compliqué sur une première journée, l'ASM l'a gagné en faisant notamment une bonne première mi-temps. C'est vrai que ce match, il aurait pu être fondateur de par cette victoire face à un club qui va peut-être pas en perdre beaucoup cette saison.
et de par le scénario aussi, mais force a été de constater que derrière ça n'a pas été confirmé à Bayonne. C'est ce qui est, je répète, c'est un peu la petite tâche qu'il y a sur le tableau aujourd'hui. Après, pour revenir à l'exigence générale qu'on a autour de ce club, il ne faut jamais oublier qu'on parle là d'un club qui a joué 95% de demi-finale sur les 15 dernières saisons. Je parle de championnat, donc forcément qu'on est obligé d'être exigeant par rapport à son potentiel, à son effectif. Didier parlait du budget, et c'est un peu moins vrai aujourd'hui dans la mesure où ils ont vraiment reculé à ce niveau-là. Ils sont passés du top 3 ou 2 à aujourd'hui, ils sont peut-être plus que 4 ou 5e, je crois. Mais bon, ça ne veut pas non plus dire, ça explique pas tout. Mais c'est surtout que l'exigence, il va falloir aussi qu'elle soit raisonnée par rapport à la reconstruction chère à Franck Azema. Il en a assez parlé, il le dit lui-même, par rapport à d'autres clubs qui ont un temps d'avance de par leur stabilité, de par un équilibre dans le jeu qui est beaucoup plus net aujourd'hui que par rapport à cette équipe de Clermont qui hier, par exemple, pour prendre que ce match, a attaqué ce match avec une première ligne toute neuve. Oui, c'est ça, parce qu'il y a eu pas mal de changements durant l'intersaison. Il y avait 6 recrues qui étaient alignées. Il faut trouver les repères aussi, Didier. Bien sûr, mais l'exigence, elle se fait aussi par rapport au contenu, par rapport à l'évolution, par rapport à la progression qu'on peut constater ou pas de match en match. C'est jusqu'à hier, l'équipe tâtonnait, visiblement. Il y avait encore beaucoup de scories, comme disait Arnaud. Ça va crescendo. C'est aussi, on l'a constaté dans les différentes conférences de presse, c'est quelque chose dont les joueurs et le staff se nourrissent, ces critiques. Ils mettent en exergue le fait d'être critiqué par la presse. Ça permet aussi de ressouder le groupe, de ressouder le vestiaire, en disant, voyez, les gens ne sont pas contents, la presse vous taille, vous disent que vous n'êtes pas bon sur tel ou tel. C'est aussi un mode de communication et un levier sur lequel le staff technique joue pour piquer les joueurs. Et ça marche. Il y a une phrase hier qui m'a un peu marqué pendant la conférence de presse de Franck Azema après le match. Il parlait donc des scories qui avaient été évoquées ici et là. Il a dit dans vos différents papiers, vous avez eu raison d'indiquer que nous avions ces scories parce que c'était la vérité. Donc voilà, ça participe du fait où je me dis que non, on n'est pas trop sévère avec ce club, on est juste réaliste. Voilà. Parce que, juste un petit point, quand on regarde le classement, j'ai regardé les grosses équipes, entre guillemets, les poids lourds. On voit que Montpellier, qui est souvent annoncé comme l'un des poids lourds de ce championnat, avec un effectif XXL, a remporté son premier match ce week-end. C'était face à Agen, 42-13. Le MHR est par exemple 11e avec 7 points. L'UBB, qui a dominé toute la saison passée, qui n'a pas connu beaucoup de changements au sein de son effectif, est 12e. Alors certes, les Bordelais comptent 2 matchs en retard, mais voilà, il y a certains gros aussi qui ont connu ce petit retard à l'allumage et les points pris par l'ASM. C'est vrai que le classement, il est vraiment à relativiser en ce début de saison, ne serait-ce que par rapport à tous les matchs reportés. Donc il faut être. Il peut y avoir il y a plusieurs angles de lecture. Et puis l'ASM a reçu 3 fois sur 4. Donc là aussi, il faut rester mesuré par rapport à ce classement. Est-ce que l'ASM doit à tout prix avoir ce match référence assez tôt ? On en a parlé avant la réception du Stade Français. L'histoire a montré que Clermont se nourrissait souvent de matchs référence dans sa saison un peu plus tard. C'était souvent à l'automne avec la Coupe d'Europe notamment. Est-ce que là ça viendra avant ? Je pense que c'est pas des choses qui se programment. Franchement, là, le match référence, il vient quand vous êtes prêts, quand les planètes sont alignées. C'était pas hier soir un match référence, clairement. Il y avait encore, il y a trop de petits trucs qui restent à régler. Mais c'est peut-être même pas un match référence dont ils ont besoin. C'est peut-être une série qui enclenche une dynamique, une confiance qui amènera à un autre élan, plus qu'un match. Tout à fait. Au-delà d'un match référence, c'est la capacité ou pas à pouvoir enchaîner des matchs de haut niveau avec des résultats positifs à la sortie. C'est ça qui va faire la différence et c'est ça sur lequel cette équipe de l'ASM va pouvoir avancer. Important d'enchaîner face à Pau du coup. Et on se construit mieux dans la victoire. Mais sans faire injure aux adversaires qui vont se présenter, il faudra aussi se poser la question si par bonheur pour eux, les Clermontois enchaînent une victoire sur Pau et remportent le derby en Corrèze. Ça veut dire qu'ils auraient enchaîné 4 victoires. Ça, c'est 4 victoires, Agen, donc Stade Français, Pau et Brive. Mais il faut de constater que c'est pas des équipes du top 5, du top 3, du top 14 cette saison, quoi.
Donc là aussi, ça sera une bonne dynamique, hein, ça sera une bonne série de victoires qui peut donner de la confiance, mais j'ai envie de dire que Clermont a rencontré Toulouse, elle a vu que ça serait très dur d'affronter Toulouse cette année, mais il restera à voir face au Racing, face à Toulon, voire à La Rochelle et le voisin lyonnais. On a vu déjà contre le Racing la différence qu'il y avait entre les deux équipes Ouais. à ce moment-là de la saison. Mais là, clairement, ce quart de finale était... Il est arrivé trop tôt. Ouais. Alors, il est trop tôt, Clermont n'était pas prêt et le Racing, lui, il était déjà bien comme il faut. Eh ben parfait. Merci beaucoup messieurs pour ce débat. Avant d'enchaîner avec les tops et les flops, on va revenir sur le fait marquant entre guillemets de ce match, de cette réception du Stade Français. C'est pas forcément sur le terrain, c'est autour du terrain avec ce match avec 1000 spectateurs. Racontez-nous, vous étiez au stade messieurs. On connaît le Michelin, on a souvent parlé de l'ambiance forcément fantastique dans ce stade. Michelin avec 1000 personnes, ça donne quoi? Il y a une image moi qui m'a absolument marqué. C'est quand on a gagné la tribune de presse dans les coursives du stade Michelin, ce couloir désertique avec les photos des internationaux clermontois sur le côté. D'habitude ça grouille de monde une demi-heure avant le match. Il y a énormément de bruit là, c'est désertique. Je me serais cru dans un vieux Far West avec les arbustes qui volent au gré du vent. C'est une image qui m'a absolument marqué. Ouais, ça fait vraiment bizarre. On entend les consignes, comment ça se passe? On entend les joueurs? C'est-à-dire que oui, c'est un peu moins discret par rapport aux gens qui donnent. Notamment, on avait derrière nous le staff du Stade Français qui donnait des consignes quasiment en direct avec le banc de touche, enfin pas complètement, mais on pouvait tout entendre quoi. Après c'est vrai que comme dit Arnaud, c'est vrai que c'est un peu une ambiance mortifère, hein, c'est à part les tambours qu'il y avait dans la tribune Auvergne qui avait été placés là pour faire un peu de bruit face aux caméras, le reste c'est quand même compliqué. Hein. C'est triste. Je suis pas sûr en revanche que pour les joueurs ça change beaucoup de choses sur le terrain. L'ambiance, les applaudissements, les sifflets. Je ne suis pas sûr qu'à ce niveau-là de la compétition, ça a une grosse influence sur leur. C'est plus sur les gros matchs après que le public pas sur un match entier, mais sur des moments peut-être de temps faible. Peut-être qu'il leur manque peut-être un peu le soutien ou dans sur une action défensive par exemple, on sait que le public peut pousser à ce moment-là. Mais c'est l'arbitrage aussi. Ça peut aussi influer sur l'arbitrage dans un sens ou dans l'autre. C'est vrai. Mais dans le jeu proprement dit, je suis pas sûr qu'ils sont tellement concentrés sur leur. Oui, non, c'est clair qu'il n'y a pas de. Ce qu'ils ont à faire que l'environnement leur échappe un petit peu, c'est normal. C'est ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM. Messieurs, place au top et au flop. On va commencer avec les tops avec toi, Arnaud. Alors mon top, c'est les All Blacks qui ont donc remporté leur match face à l'Australie 27-7. Et c'est cette capacité qu'a cette équipe, enfin le vivier extraordinaire de joueurs qu'ils ont. Ils arrivent toujours à sortir une petite pépite de derrière les fagots. Là, c'est Caleb Clarke, l'ailier All Black. Alors on l'a vu percer, on l'a vu franchir, on l'a vu éliminer des adversaires. Une explosivité extraordinaire, des courses super tranchantes. C'est encore un joueur très 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 particulier là qu'ont sorti les All Blacks. Et deuxième petit coup de cœur aussi dans ce match, de pouvoir regarder un match avec 46 000 spectateurs. On croirait qu'on vit pas sur la même planète quoi. On parlait du stade Michelin vide et voir 46 000 spectateurs dans l'Eden Park, ouais, ça fait un peu chaud au cœur. Ouais. Christophe, ton top? Mon top, ça va être la prestation de Camille Lopez avec Clermont ce week-end. On a assez dit que ce garçon avait eu du mal à retrouver sur le début de saison un peu les sensations, un peu de vitesse, un peu son organisation dans le jeu. Et son coup de pied notamment, je trouve que là il va crescendo. Déjà contre Agen, je l'avais trouvé plutôt bien, et hier il a confirmé contre le Stade Français qu'il était plutôt sur la voie de la bonne forme en termes de longueur de pied. La réussite au pied, il a fait du 100%. On a même vu percer un moment sur une attaque en première mi-temps. Oui. Bon, on a qu'à vous échapper le ballon derrière, dommage. Mais oui, je voulais souligner la forme ascendante, je vais dire, de l'ouvreur clermontois. En plus, c'est le seul qui a enchaîné tous les matchs depuis le début de la saison. Il a fait 580 minutes en plus. C'est peut-être, oui, parce qu'on sait que son numéro d'attitré est blessé à une fracture du doigt, Jacques McIntyre. Donc il enchaîne, mais peut-être que c'est un garçon qui a besoin d'enchaîner. Contrairement à ce que pensent, véhiculent les vieilles légendes, c'est
à partir d'un certain âge, c'est pas le fait de s'arrêter plus souvent qui va vous faire être meilleur. Au contraire, il y a peut-être besoin d'enchaîner pour garder du rythme, et pour être compétitif. Les diesels ont besoin de temps pour chauffer. Est-ce que Tu prends la responsabilité. Est-ce que la présence de Barak aussi en centre le soulage pas aussi un peu dans son jeu au pied? Peut-être pas hier, il y a eu un ou deux dégagements en effet où c'est Barak qui a pris cette gestion-là. Il y a peut-être aussi un peu de ça, mais je pense surtout que Camille Lopez avait besoin de jouer pour retrouver du rythme. Et qu'on sent que mentalement. Et puis Sébastien Bézil l'a noté en la semaine avant ce match. L'entente a l'air de bien fonctionner. Avec numéro 9. Didier, ton top? Moi, c'est la finale de la Coupe d'Europe samedi entre Exeter et le Racing. On a assisté à une finale de haut niveau entre deux équipes qui avaient des styles et des styles très différents, mais à la sortie ça a donné un match extraordinaire, avec des essais, avec de l'engagement, avec un niveau technique très très élevé, du très haut niveau. On s'est régalé. Pour nous qui étions neutres devant notre écran de télévision, ça a donné un match vraiment, c'était beau à voir, tout simplement. C'est une finale qui m'a rappelé un peu, ça m'a été souligné par quelques confrères, mais pour d'autres raisons, 2013 et Dublin, mais surtout parce que c'était une finale où les deux équipes méritaient de l'emporter, ce qui n'est pas souvent le cas, pas toujours. Ne serait-ce que pour parler de l'ASM, 2015 et 2017, c'était deux finales que l'ASM a joué un petit temps au-dessus. Alors qu'en 2013, les deux équipes méritaient de l'emporter, et là c'est pareil, Le Racing l'a emporté, il n'y avait rien à dire, c'était aussi légitime que les Anglais d'Exeter. Impressionnant le scénario. Exeter quand même, on savait qu'elle allait insister sur ses points forts, notamment ses pick and go. On les attend, on sait qu'ils vont faire ça, et vu contre Toulouse, et ça fonctionne tout le temps. C'est ça qui est certains mettaient en avant, Christophe voulait stigmatiser leur manque d'expérience à ce niveau, mais il n'y en a pas là. Je veux dire, c'est des équipes rodées qui sont programmées comme les Saracens c'était il y a quelques années, et qui sont sûrs de leur jeu, sûrs de leurs points forts, et les fameux pick and go, c'est hyper travaillé, on le sent bien, et très compliqué à stopper. Et sur cette finale, finalement, c'est le collectif d'Exeter qui l'a emporté par rapport à des individualités du Racing qui ont pas été à la hauteur de ce qu'on attendait d'eux dans des moments aussi importants qu'une finale. Le demi d'ouverture est passé au travers, le demi de mêlée est passé au travers aussi. Et dans ces moments-là, ils comptaient visiblement dessus pour faire la différence. Ils n'ont pas été au rendez-vous. C'est là où aussi on voit que si on est un grand joueur ou si on ne l'est pas. Mais on va enchaîner du coup avec ton top. Didier a fixé le défenseur, il me fait la passe. Et, voilà. C'est la ligne droite de Longchamp. C'est Finn Russell, mon flop, on vient au flop, donc c'est Finn Russell. Au-delà de la qualité de son match et des des erreurs qu'il a faites durant les 80 minutes, moi c'est les dernières minutes où il n'a pas pris la responsabilité de demander le drop qui aurait permis au Racing de passer devant. Le Racing était mené d'un point à cette période. On a vu les Racingmen faire une série de pick and go dans les 22 d'Exeter, et à aucun moment Finn Russell a pris la responsabilité de taper un drop. À certains moments il est dans une bonne position, il ne l'a pas fait, et finalement ça pèse beaucoup à la fin. Probablement trompé par le fait qu'il voulait insister devant, dans la mesure où Exeter était à 14 avec un avant de moins. Est-ce qu'ils ont voulu trop insister devant ? Fallait-il prendre des points justement sur cette pénalité qui suit le carton jaune infligé à la 73e minute, si tu parles de bêtises? Je pense qu'il fallait la prendre. Ça leur permettait de repasser devant. Ça ne les mettait pas à l'abri. Il restait 7 ou 8 minutes. Mais oui, je crois qu'il faut prendre à ce niveau-là, dans une finale, dans le Money Time, il faut prendre les points. Il n'y a pas... Moi, j'aurais repris des points, clairement. Ton top, Christophe. Ton flop, pardon. Mon flop. Alors, mon flop, c'est la tournure que prend ce top 14 en pleine période du Covid. On se rend compte qu'il va y avoir... il y a rarement eu des matchs aussi déséquilibrés. Je crois que sur ce début de saison, et notamment sur ces dernières journées, on sent bien que la crise sanitaire va impacter, va semer le trouble dans beaucoup d'équipes. Et on voit bien qu'il y a des équipes qui vont lâcher prise et vont peut-être pas se déplacer avec les mêmes arguments que quand ils vont recevoir. Je pense à Bayonne. À ces pauvres Castrés. Castres a pris une belle à La Rochelle, mais perturbé complètement par le Covid. Plus d'un mois sans compétition pour les... Plus d'un mois sans compétition, des entraînements par petits groupes, toujours pas d'entraînement collectif, des repères complètement... c'est une équipe qui est désorientée.
on peut pas tirer sur l'ambulance à ce niveau-là. Et donc j'ai peur que la tournure de ce top 14, si la crise et si les conditions continuent, sur les 2-3 mois à venir, ça va pas être génial, quoi. Didier, ton flop? C'est exactement sur le même registre. Repasse décisif. Exactement, pas se redoubler. Ces 2 défaites de Bayonne à Oulu 62-10 et de Castres à La Rochelle 62-3, donc qui font un peu tâche dans ce top 14, alors pour des raisons un peu différentes. Mais quelle crédibilité donner à ces victoires de la part pour le Lyon et pour La Rochelle? Je pense qu'ils en tireront aucune conclusion. Ils ne peuvent en tirer aucune conclusion. Quelles conséquences pour Bayonne et Castres, en revanche, forcément, même si Castres avait resté sur une période un peu compliquée à gérer avec le Covid, ça peut aussi laisser des traces. Bon, ça fait mal de voir ces 2 scores quand même, ça fait un peu désordre. On approche de la fin de cette émission, ce podcast ici à Montferrand. Avant de se quitter, on va jouer avec ce quiz. Alors pour commencer l'émission, on va revenir sur le match de ce dimanche entre l'ASM et le Stade Français. Tout d'abord, qui a tapé le petit coup de pied à suivre sur le premier essai parisien inscrit par Vainou? C'est ça, Gaël Ficou, effectivement, dans le dos de Matsushima et Vainou qui devance l'arrière clermontois Tiberghien. Combien de coups de pied a tenté Camille Lopez dans ce match? 6, effectivement, pour un 100%. Quelle rapidité de Christophe. Dernière question autour de ce match. Quel Parisien a commis la faute sur l'essai de pénalité accordé à la Isea. Et voilà, c'est un sans faute. Isea qui avait coupé d'un carton jaune sur cette action. C'est en début de seconde période. Alors maintenant, on va se quitter avec un quiz décalé, messieurs, où il faudra choisir entre la penderie, une penderie ou les deux. Alors, il s'agit d'un quiz décalé. Alexandre Lapendrie ne nous en voudra pas. Alors, je range bien mes maillots. Les deux. Effectivement. Je suppose qu'Alexandre Lapendrie est un garçon très ordonné. Très ordonné, qui range bien ses maillots. Je joue 3e ligne. La penderie. Tout à fait. Je suis une alternative aux armoires à glace. Les deux. Les deux, effectivement. Les deux. Je me retrouve très souvent à côté d'un lit. Les deux. Sur Fritz Lee pour Alexandre Lapendrie. Non, mais c'est excellent, Manuel. Et on peut me démonter facilement. On peut me démonter facilement. Comment doit-on le prendre? La penderie, mais le meuble. Voilà. Ouais. Allez, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez retrouver ce podcast sur notre page YouTube et bien sûr sur les différentes plateformes de podcast. Merci. À la semaine prochaine. La semaine prochaine, vous retrouverez le titulaire du poste à la présentation. Ce sera Martial et un grand merci également à Greg Gomez. Vous avez fait un très bon joker médical et on va voir avec les fédérations si on peut pas vous conserver. Bon, merci beaucoup, j'apprécie. Allez, bonne journée et à bientôt. Salut.